Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Moussa Fagna. Moussa Fagna est le président du conseil d'administration du PAMECAS, ex-président de la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Nia, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vers l'élection présidentielle dans moins de 50 jours, même moins. Tous les candidats veulent briguer pour diriger le Sénégal. Nous allons aussi dans une année charnière, considérée comme une année d'exploitation de gaz et de pétrole. Quelles sont les attentes des institutions financières de base par rapport à cette élection présidentielle, surtout aux candidats par rapport au programme économique? Merci beaucoup, monsieur le directeur Alassane Samba. On vous remercie de nous donner l'opportunité de parler sur la situation sénégalaise. Au fait, comme vous venez de le dire, je pense que la microfinance quand même, et surtout le système financier en général au Sénégal, a une très grande attente par rapport à ce qui va se passer d'ici quelques jours ou même mois, à savoir les élections. Donc je pense que le Sénégal a l'habitude de faire des élections. Ce qu'on attend peut-être aujourd'hui du futur candidat, c'est ça qui devait être important, c'est qu'il reçoit au moins les opérateurs économiques, les acteurs financiers, pour discuter avec les futurs candidats sur le programme. Je pense que c'est comme ça que ça se passe dans les pays développés, à savoir que le vrai débat aujourd'hui devait être sur des questions vraiment économiques, en tout cas par rapport à la situation économique, et surtout aussi les opportunités, et surtout aussi les risques et les menaces. Je pense que c'est ça qui devait compléter le programme. Eux, au fait, ils ne sont pas spécialistes du tout. Et les solutions viennent de l'écoute. Les solutions, quelle que soit la capacité du candidat, vous ne écoutez pas les acteurs, tu n'as pas de solution. Du moins, les solutions que tu vas préconiser demain, vous allez au moins buter avec la réalité du terrain. C'est ce qui fait que ça devait être très important, en tout cas des télévisions comme vous et les autres, puissent organiser ces genres de débats. Et ça permet aussi à la population d'être mieux orientée par rapport aux candidats qui feraient l'affaire, en tout cas par rapport à la situation du pays. Oui, de Senghor à Macky Sall, en passant par Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, beaucoup de régimes ont mis en place des programmes économiques pour dénouer, pour diriger le pays. On a vu récemment le programme de Macky Sall qui a commencé par le Yorio Côté, qui s'est terminé par le PSE, le programme, le plan Sénégal émergent. Est-ce que vous pensez que ces plans ont permis de faire bouger l'économie du pays? Est-ce que l'économie réelle est prise en compte? Voilà, moi je me dis toujours que le problème du Sénégal, souvent c'est pas un problème, c'est-à-dire là où ça bute, c'est l'économie. Bon, souvent ils sont sur des questions politiques, infrastructurelles, les routes et tout. Mais les vrais problèmes, comme les Algériens, comme les Tunisiens, je veux parler de l'Afrique, comme les Sud-Africains, tels qu'ils ont des mécanismes, et aussi l'orientation stratégique et politique sur l'économie quand même, c'est différent. Au Sénégal, même la population n'est pas économique. C'est ça. Pourquoi? Non, ils ne sont pas économiques parce que ce n'est pas un sujet chez eux. C'est pas un sujet, même les familles ne parlent pas d'économie. Donc tu verras dans aucun quartier où les gens s'appellent pour parler d'économie, alors que c'est une opportunité, alors que tout quartier, c'est un ensemble de consommateurs. Et là où on parle de consommateurs, tu verras toujours qu'il y a une opportunité de marché. Mais tu ne verras jamais une commune, un département, souvent même au ministère, que les gens parlent des vraies opportunités économiques. Quand tu vas en Algérie, tu vas en Tunisie, c'est des gens qui parlent vraiment d'économie. Malheureusement, au Sénégal, je pense que c'est une question d'éducation. Même les vrais étudiants, les intellectuels ne parlent jamais d'économie. Il est très rare d'entendre de vrais forums qui parlent d'opportunités d'affaires par rapport à l'économie. Et aujourd'hui, il y a plus d'enjeux, les gens constatent. Les bâtiments pullulent, les organisations viennent, des sociétés de banques de plus en plus s'installent chez nous, les assurances s'installent chez nous, mais les gens constatent. Ils ne font aucune étude au préalable ou même essayer d'analyser ce que les étrangers, en tout cas d'autres pays amis,
sont en train de faire chez nous et qu'est-ce qu'ils attendent de notre future économie de demain. Oui, on trouve au Sénégal, par exemple, plus d'une trentaine de banques au Sénégal. La récente banque, c'est la banque algérienne qui s'est installée ici au Sénégal. Trentaine de banques. Les gens estiment que si les banques s'installent, c'est parce qu'il y a des opportunités. Mais est-ce que les Sénégalais comprennent, saisissent ces opportunités-là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le Sénégal comprenne qu'il y a des opportunités à saisir et comment les saisir? Bon, au fait, Dakar va échapper au Sénégalais. Pour comment? Oui, oui, il va devenir une capitale mondiale, comme New York, comme Paris, comme peut-être Montréal, des choses comme ça. Vous allez voir que demain, Dakar va nous échapper complètement, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un centre d'intérêt international où les appartements se vendent à Abidjan, à New York, à Manhattan, ou dans toutes les grandes villes. Aujourd'hui, on peut vendre des appartements à Dakar. Et vous avez vu aujourd'hui que le problème du foncier dépasse largement les Sénégalais. Quand on vend un mètre carré à 1 milliard, 1,5 million ou 2 millions, vous allez voir que ça échappe. Aujourd'hui, les gens sont en train de constater, qu'ils soient à Point E et partout, les immeubles R+7, R+10, R+15 commencent à appeler. Ah, ça appartient à qui? Personne ne se pose la question. Maintenant, si on perd le foncier, c'est fini. Et aujourd'hui, nous tous, on est conscients que les bâtiments qui sont en train d'être érigés au Sénégal n'appartiennent pas au Sénégal. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que comme vous êtes en train de le dire, l'installation des banques étrangères ne vient pas pour faciliter le travail aux opérateurs sénégalais. Ils sont en train de préparer le terrain et d'accompagner les ressortissants pour qu'ils viennent compétir face aux nouvelles enjeux du pétrole et du gaz. Vous savez que si vous prenez la banque algérienne, qui a suivi pendant longtemps les Marocains et qui savent aujourd'hui que les Marocains ont réussi l'assurance et les banques dans la sous-région, ils sont venus aujourd'hui sans complexe pour dire que nous allons débouter d'autant plus qu'ils ont une bonne expérience du pétrole et du gaz. C'est ce qu'ils sont venus faire ici aujourd'hui. Et ils vont même installer aussi des assurances, les Algériens. Et vous allez voir que demain, ils vont préparer leurs étrangers, leurs compatriotes à venir s'installer et à leur créer des opportunités d'investissement, d'autant plus que c'est eux qui vont les accompagner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Sénégalais ne soient pas exclus de ce processus économique, de ce développement économique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Sénégalais puissent être pris en compte? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Non, ce qu'il doit faire d'abord, et aussi qu'est-ce que les acteurs économiques... Il n'y a pas de link. C'est-à-dire au Sénégal, moi je me rappelle une fois j'ai été à Paris, je me suis buté un peu, on s'est fait des intérêts avec le PAMECAS et la BHS. C'est comme si on était deux banques, deux institutions État. J'ai dit non, attention, on est des institutions sénégalaises. Donc nous devons comprendre, essayer de voir les points de convergence sur lesquels on peut apporter des solutions aux Sénégalais. Vous êtes bien à l'étranger, on est bien au Sénégal. Là où vous êtes à l'étranger, on n'y est pas. Là où nous sommes au Sénégal, vous n'y êtes pas. Donc je pense que si on fait un link à l'image de SGBS, de BICIS, de Auchan, de Shell, de Total, tu as vu les links qu'ils ont créés à travers leurs services. Aujourd'hui, tu ne verras pas que les sociétés sénégalaises sont en train de faire des liens de passage qui font que quand tu as une carte de BHS, tu pourrais être au PAMECAS, parce que PAMECAS c'est 100% sénégalais, CMS c'est 100%, bien que c'est des institutions de microfinance. Mais ces institutions de microfinance font adhérer aujourd'hui plus que Sénégalais que dans toutes les banques du Sénégal. Ils ont plus de 3 à 4 millions de Sénégalais qui adhèrent dans le système de microfinance. Est-ce qu'il faut faire des réformes pour qu'il y ait le link entre les Sénégalais qui travaillent ensemble, qu'il y ait un consortium, que les Sénégalais ensemble puissent échanger, comme par exemple si un Sénégalais à la BHS, je donne un exemple, ou à Sounou Banque B6, qu'il puisse aujourd'hui avoir sa carte, l'utiliser à PAMECAS, vice-versa, qu'on puisse échanger des services pour l'intérêt du Sénégal. Oui, vous savez, l'économie, hein, c'est une intelligence en mouvement. C'est comme la lutte, il faut être kharagne comme on dit, kharagne pour être un bon économiste. Il ne suffit pas d'être sur les principes économistes. Non, moi je pense qu'il faut être intelligent. Il faudra aussi mettre les mécanismes, les spécificités de zone qui nous permet, et culturel, religieux, qui nous permet de tisser les récits. Aujourd'hui, le Maroc est plus proche que le Sénégal, parce que le Maroc a toujours cru qu'il a un lien culturel et islamique par rapport au Sénégal. Il l'a toujours utilisé et il a damé le pion à tout le monde.
Aujourd'hui, les Algériens ont compris que c'est des musulmans. Donc, il peut se rapprocher. D'autres pays sont en train de se rapprocher. Donc, aujourd'hui, je pense que le Sénégal aussi, d'abord, c'est une intelligence économique qu'il faut mettre en place. À savoir, ça doit commencer par les Sénégalais, qu'eux-mêmes, qu'ils sachent qu'ils n'ont pas intérêt que chacun se mette à côté, d'autant plus qu'il y a de puissantes institutions qui vont venir. Donc, il doit être en link. Ça, c'est d'abord privé. L'État aussi doit faciliter les conditions d'intermédiation des institutions financières sénégalaises pour qu'ils puissent avoir des services et que aussi faciliter l'accès au système financier décentralisé, d'autant plus que le taux est très faible. Veillez aussi, même s'il y a des institutions privées qui vont venir, étrangères, mais qu'ils veillent sur l'intérêt des Sénégalais. Je viens tout de suite, en tout cas, d'une réunion qui a été, d'un forum qui a été organisé par le ministre de la Microfinance. Moi, c'est-à-dire le point d'alerte que j'ai su le plus chaud, c'est à savoir que le niveau d'épargne, c'est-à-dire que quand on dit que, supposons, les Sénégalais ont épargné plus de 1000 milliards, on nous dit qu'ils ont financé 700 milliards. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres qui captent l'épargne des Sénégalais pour le mettre vers d'autres cieux. C'est ça la vérité. Et on ne parle pas d'Orange, on ne parle pas de Wave. D'autant plus qu'on sait qu'Orange a 7000 clients. 7000 clients, si chacun met 1000 francs, c'est 7 milliards. Oui. Aujourd'hui, si on prend toute cette manne financière qui est de l'économie, et je n'ai pas encore entendu parler de Orange ou de Wave être à la disposition de financement des opérateurs économiques ou des institutions financières, ce qui veut dire que la manne financière qu'ils sont en train de garder et qui peut être vendue, échangée, qui a des bénéfices par jour, dans quel secteur ils sont en train de l'injecter? Parce qu'on a vu qu'en Côte d'Ivoire, Orange a créé une banque. Oui. Et ils ont l'idée aussi qu'il y a une banque au Sénégal aujourd'hui. Concurrencer les banques classiques qui sont là, même vous concurrencez peut-être vous en tant qu'institution financière. Est-ce que ces genres de situations favorisent l'économie sénégalaise? Parce que ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des institutions qui travaillent sur l'épargne et qui ne travaillent pas sur le crédit. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire? Tout le monde sait que l'épargne est pauvre. Les riches ne gardent pas d'argent, même les entreprises n'épargnent pas, ils investissent. Donc, c'est l'argent des pauvres qui est en train d'être extraverti. C'est-à-dire, quand on récupère parce que quelqu'un veut acheter une télévision, il n'a pas les moyens. D'autres vont aller à Touba, il dit je vais commencer à garder mes sous pour le Magal. L'autre va se dire je vais aller à la Mecque. L'autre va dire je vais avoir un terrain. Parce qu'il n'a pas une carte de crédit. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans des dispositions d'aller faire du crédit et qu'on lui donne parce qu'il n'a pas de garantie, qu'il n'a pas de revenu fixe. Maintenant, c'est une masse importante d'argent qui peut même dépasser largement ce qu'on parle de budget, des choses comme ça. On est 10 millions de Sénégalais. Si chacun garde 100 000 francs, c'est plus de 10 000 milliards. Donc tout ceci, c'est des fonds importants. Et 10 000 de Sénégalais actifs. 10 millions de Sénégalais actifs. Je ne parle pas des 18 millions. Ce qui veut dire que si on parvient, comme on dit toujours, l'économie solidaire et sociale, l'économie solidaire ne peut pas se faire sous forme de subventions étrangères. Quand on parle d'une économie solidaire, on peut prendre l'exemple de Massalikul Jinaan. À un certain moment, les gens ont vu qu'ils ont un nombre et qu'il fallait financer une mosquée. Il fallait passer par une économie solidaire. Solidaire de par le nombre et de leur capacité de mobiliser des fonds pour répondre à leurs besoins. Vous avez vu qu'il n'y a pas de prêt, il n'y a rien. Ils sont mobilisés pour créer des fonds pour aller construire. Maintenant, quand on parle de social, c'est par leur capacité d'aider les plus faibles. Donc moi, j'entends souvent parler de l'économie solidaire. Mais pourquoi ces exemples-là de Massalikul Jinaan ne peuvent pas être démultipliés au Sénégal? Pourquoi à chaque fois, quand c'est juste de la religion ou bien d'une croyance, les gens se mobilisent, mais quand il s'agit d'autre chose, c'est difficile de les mobiliser? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est une question d'éveillance. C'est une question de conscience collective. Aujourd'hui, tu vas dans le plus petit quartier, les gens se sont mobilisés pour construire une mosquée. Mais ils ne construisent pas un hôpital, ils ne construisent pas un district sanitaire. Alors que quand quelqu'un est malade, le plus petit structure de prise en charge médicale n'existe pas dans un quartier. Et chacun peut être malade. Parfois même, tu peux être tout juste retenu pour des perfusions. Tu le fais chez toi. Donc l'effort qu'on est en train de faire, qu'il soit dans toutes les religions pour construire tout le temps des mosquées, des choses. Moi, si vous allez en Arabie Saoudite, vous allez voir que chaque personne, quand on construit une mosquée, on met un district sanitaire à côté et une école arabe à côté.
Donc maintenant, je pense que tout ceci, ça doit être une culture. On ne peut pas faire un quartier, faire 5 mosquées et il n'y a pas de prise en charge médicale. Donc il y a un problème d'éducation financière au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement que les gens soient éduqués financièrement? Est-ce que c'est les modules qu'il faut inclure à l'école, dans les écoles coraniques, dès le bas âge, pour que les jeunes puissent savoir? Est-ce que c'est dans les maisons qu'il faut apprendre aux gens comment épargner, comment investir utilement? Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous, le problème de l'éducation financière. Moi, je pense que le pays qui a réussi le plus, c'est le Canada. Il est très rare, même si vous avez vos enfants qui vont au Canada 2 ans après, vous voyez qu'ils changent d'habitude complètement par rapport à la gestion de leurs ressources, mais par rapport à leur comportement sur l'argent. Donc ça, je pense que beaucoup de Sénégalais sont en train maintenant de côtoyer leurs enfants au Canada, mais c'est l'éducation financière qui gagne du terrain là-bas. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, parce que le premier problème, c'est une question de décision. Une décision financière, parce que chaque Sénégalais est chef d'entreprise sociale. L'entreprise sociale, quand on n'aide pas les gens à mieux gérer leurs ressources, leurs problèmes, ils vont les déverser à l'État ou à leurs entreprises. Tu verras que quand tu embauches quelqu'un, il est content, 2 ans après, il se fâche contre le patron. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne lui prépare pas à gérer ses ressources. Dès qu'il prend 100 000 francs ou 150 000 francs, il le transforme en charge. Et 1 an, 2 ans après, il n'a plus de revenus, mais il a des charges à gérer. Ce qui fait que dans les entreprises même, il doit faire des efforts à aider la personne à prendre des décisions utiles. Et aussi à savoir comment on doit prendre une décision financière. Quels sont les préalables? Quelle est l'aide à la décision qui permet à une personne de prendre une décision? Je veux être clair. C'est-à-dire quand quelqu'un perçoit aujourd'hui 300 000 francs, qu'est-ce qui doit le motiver à aller prendre un logement à 150 000 francs? Quand quelqu'un quand quelqu'un a un salaire, qu'est-ce qui doit le motiver à amener ses enfants dans une école catholique à la place de l'école publique? Quand vous faites, parce que autour du chef de famille, il n'y a que des contrats signés d'avance que tu dois payer là à la fin du mois. L'Internet en fait partie. L'éducation des enfants, la location en fait partie. Il y a les vivres que tu dois faire. Il y a l'entretien des enfants. Mais tout ceci, est-ce que ce n'est pas une entreprise familiale? C'est une entreprise. Et deuxièmement, ce qui est grave, c'est-à-dire quand vous commencez à inscrire l'enfant, l'enfant est appelé à faire 12 ans, 14 ans d'études. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui qu'on est riche, on a un bon poste, qu'il faut l'inscrire à une école high class, et 5 ans après, si on perd le poste, on diminue, c'est-à-dire la qualité du service, et vous allez voir que si vous le mettez dans une condition rabais, les performances vont se rabaisser. Donc, c'est pour même une question de la gestion des performances et aussi de la pérennité de la performance de l'enfant. Nos femmes aussi. Tu sais, une femme peut accepter que tu augmentes la dépense quotidienne, mais il n'accepte pas que tu la diminues. Donc tout ceci doit nous ramener à être mieux éduqués sur les prises de décision. Chaque prise de décision doit être motivée, doit être aidée par des éléments de base qui vont t'aider à prendre la bonne décision. La bonne décision, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui et demain. Maintenant, il y a la question des priorités des dépenses. Les Sénégalais ont ce problème. Tu verras que beaucoup de Sénégalais ont construit des maisons d'une valeur de 150 millions, 200 millions, en laissant leurs enfants chômer. Parce que tout simplement, au moment où il fallait investir sur l'enfant, ils ont choisi de construire. Ils pensaient qu'il fallait, après avoir construit, l'enfant est âgé, il n'a plus de diplôme. Et quelle est maintenant l'issue? Il chôme. Est-ce que c'est ce qui explique un peu l'immigration clandestine qu'on vit au Sénégal? C'est lié à ça, c'est que les jeunes partent parce qu'il n'y a pas d'investissement des parents sur eux. Mais effectivement, et non seulement il n'y a pas de... Comme je dis encore, les Sénégalais, c'est des spectateurs, ce n'est pas des acteurs de l'économie mondiale. Moi, je vous dis, monsieur le directeur, l'Amérique, c'est un pays organisé. C'est un pays très organisé. Et c'est des gens quand même qui planifient. Et c'est des gens qui ont des plans d'action sur l'avenir. Aujourd'hui, ne pensez pas que ces jeunes-là, c'est de par leur effort qu'ils se sont rendus aux États-Unis. Il y a un effet d'appel qui fait qu'aujourd'hui, on les a organisés à venir aux États-Unis. Moi, j'étais aux États-Unis au mois d'août. J'étais là-bas au mois d'août. Parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils ont une industrie. Mais une industrie a besoin de l'agriculture. Ils ont une population vieillissante et un peu aussi une population droguée. Comme au Canada, oui. Droguée, comme au Canada. Le Canada est un pays que je dis plus ou moins civilisé et très organisé qui font qu'ils sont venus en Afrique
pour organiser des départs réguliers avec des gens qui ont leurs papiers. Mais comme les États-Unis, ils ont l'expérience de la traite négrière, et ils savent aujourd'hui qu'ils ont la possibilité de faire venir encore la traite négrière, parce que je vais vous dire comment la traite négrière se passait. C'est des gens qui venaient en Afrique pour leur passer au Brésil et l'amener aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui mettent 6 millions pour aller à Nicaragua. Comment on peut quitter à Nicaragua, payer un billet de 3,5 millions au moment où quitter le Sénégal pour aller aux États-Unis, c'est 1,7 million, 600. Ce qui veut dire que tout est organisé. Aller jusqu'à Nicaragua sans pour autant avoir un visa. C'est une facilitation. Oui. Et quitter Nicaragua pour faire plus de 60 à 70 km à pied pour entrer aux États-Unis. Et je vais vous dire, pour vous dire que c'est quelque chose de très organisé. Dès que les enfants viennent aux États-Unis, à New York, c'est la mairie qui les prenne en charge en les logeant dans les hôtels pendant 3 mois. Tu sais, c'est pourquoi? C'est pour les fichiers, pour la sécurité. Okay. Leur problème, c'est une question de sécurité publique. Dès que ces jeunes viennent, on les permet de les héberger pendant 3 mois. Mais ces 3 mois, ce n'est pas gratuit, c'est une manière de les ficher. Et une fois qu'on les fiche, on les laisse entrer. Ils vont rester 10 ans dans ce pays sans papier. Qu'est-ce qui les différencie avec les esclaves? Les esclaves étaient aux États-Unis sans droit. Eux, ils vont être aux États-Unis sans droit parce qu'ils n'ont pas de papier. Mais en même temps, on a besoin d'eux pour le travail. Mais c'est comme ils avaient besoin des esclaves. Ils avaient besoin des esclaves pour le travail. Aujourd'hui, les formes ont changé, mais les jeunes vont se mettre à la même place des esclaves pour travailler sans droit. Quand quelqu'un n'a pas de papier et ils se rendent aux États-Unis, ils sont à Connecticut, ils sont à North Carolina, ils sont dans la brousse, c'est-à-dire dans les pays périphériques pour faire de l'agriculture. Mais sans papier, est-ce que tu peux revendiquer un droit? Non. Ce qui veut dire qu'ils vont contribuer dans l'économie américaine sans pour autant avoir des droits. Mais est-ce que les États africains sont conscients de cette situation, que les jeunes vont être utilisés dans ce sens-là? Mais c'est des spectateurs. Pour eux aussi, ils se débarrassent. Bon, il y a certains pays africains qui se disent qu'on va se débarrasser. Il y a aussi les Africains qui se disent qu'on va les amener pour qu'ils gagnent de l'argent et venir, parce que tout simplement aussi, c'est des jeunes qui sont désespérés. Mais de toute façon, sur le plan stratégique, l'Amérique ne perd pas. Et c'est quelque chose qu'il a organisé. C'est-à-dire, il a mis des gens qui sont en train... Regarde les jeunes qui partent à Dakar, au Sénégal. Ils viennent d'où? Il vient d'où? C'est pas à Dakar. Il vient de Diourbel. Il connaît très bien Diourbel, les Américains. Il vient de Daara Djolof, c'est pour l'élevage. Il vient de Kaffrine, de Tamba. C'est des pays à forte main-d'œuvre agricole qui sont en train de mettre le fil pour qu'ils viennent aux États-Unis. Mais dans le même temps, nos États se targuent de dire que la diaspora contribue à 1000 milliards plus que le développement dans l'économie du Sénégal. Même ça aussi, moi je pense qu'au Sénégal, en tout cas moi, je ne suis pas un grand économiste. Mais selon les constats que je fais, les Sénégalais, ils se basent sur un budget. Le budget, c'est 6 000 milliards. Votre salaire contribue à hauteur de 15 à 20% sur le budget du Sénégal. L'économie sénégalaise dépasse largement les 10 000 milliards, les 100 000 milliards. D'autant plus que quand on sait que comment on fait le budget, on prélève une partie des taxes des fonctionnaires ou des travailleurs pour en rajouter 15 à 20%. Où sont les 80%? Le budget, c'est le prélèvement des impôts ou des taxes sur les produits. Le bateau qui vient, qui amène du riz ou du... On prélève 20 à 15% ou le reste de l'argent. Donc c'est ça l'économie au fait. Les gens, je pense que 6 000 milliards, ça ne représente pas 20 à 30% de l'économie du pays. Malheureusement, on s'agrippe sur les 6 000 milliards parce que ça crée des avantages. Et parce que tout simplement, ça crée des avantages. Maintenant, je pense qu'il est important que les Sénégalais s'éveillent et commencent à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le Sénégal. Et on ne peut pas ne pas passer sur le développement territorial. Mais est-ce que vous êtes persuadé que ce débat dont vous parlez aujourd'hui, économique, important, il sera pris en compte par les candidats à la prochaine présidentielle? Mais le candidat à la prochaine élection qui ne te parle pas du développement territorial est complètement à côté. Tu vas en France, tu vas au Canada. L'Amérique, c'est 52 États, avec des gouverneurs qui ont un pouvoir de décision et de politique générale. Ici, le pouvoir est au central. C'est un ministre qui décide pour Fouta. C'est un ministre qui décide pour Fongolemi. Où est le préfet? Où est le gouverneur? Tu vas aux États-Unis, c'est 52 États. Partout, c'est le gouverneur. Donc, au fait, les ministres ne travaillent que pour l'épanouissement de l'administration du pays. Mais les vraies décisions sont... Je vous donne un exemple. Tu fais une salle de classe à Fouta, l'appel d'offres se passe à Dakar.
regarde le centre de décision et le centre d'exécution, comment ils s'éloignent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les futurs candidats qui vont venir doivent nous proposer vraiment une question de développement communautaire, mais logé à la base, c'est-à-dire des systèmes de développement, même les lois. Tu prends, tu dis, oui, il y a le Covid, tu dis, oui, moi, je vais décréter, comment il l'avait fait, je vais décréter à ce que tout le monde se couche à 9 h. Oui. Mais au moment où ce problème ne se pose pas à Tivaouane, il ne se pose pas à Djolof. Est-ce que ces genres de décisions-là peuvent aider l'économie à partir sur le plan national? Je pense que même les décisions doivent être appréciées selon les localités et l'importance du moment. Absolument. Ce qui fait qu'au Sénégal, un ministre de l'Intérieur a les pouvoirs tout le temps de prendre des décisions sur l'étendue du territoire national, alors qu'une décision ne concerne pas l'étendue du territoire national. Mais pourtant, on n'a toujours pas de décentralisation de l'État du Sénégal, que la décentralisation aurait pu permettre de gagner de l'argent, d'aider les territoires à se développer. Mais quand on était lors du Covid, mais les lois qui s'imposaient à Paris n'étaient pas à Marseille. Qu'est-ce que parce que chacun interprétait et essayait de voir le contexte Adapté selon les localités. adapté selon les spécificités de zone. Et je pense que ça, c'est très important. Maintenant, le plus important dans les politiques territoriales, je pense qu'un territoire doit avoir une vocation. Au Sénégal, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les plus grandes écoles d'élevage devaient se trouver à Dara ou à Linguère. Avec des sociétés, je donne un exemple. Tu vas à un pays comme Espagne, tu vas en Espagne, tu vas dans une zone comme Gissona ou la Grèce. Mais il y a des zones qui sont spécifiques à l'élevage. Tout ce qui dérive à l'élevage, c'est là où on le fait. Ici au Sénégal, on prend une vache, on l'amène à Dakar pour le tuer. Au moment où on prend un poisson à Kayar pour l'amener à Dakar. Qu'est-ce qui nous empêche de créer l'industrie sur place à Dara, parce qu'ils perdent des kilos. Tu prends 1000 bêtes, tu les transportes à Dakar, chacun perd 5 kilos. C'est combien? C'est 5000 kilos. Oui. Plus le transport, non, ça c'est perte de kilos. Plus le transport à mettre en place, plus les risques de décès. Mais pourquoi ne pas? Mais en Grèce, on tue les vaches pour les amener à Paris. Tu vas à Barcelone, mais on tue à 450 km, c'est-à-dire dissonant, pour les ravitailler à Barcelone. Plus maintenant une zone comme Louga où il y a des émigrés qui ont une très belle expérience du monde. Pourquoi ils n'aimeraient pas mettre une industrie de transformation laitière et même des productions de viande? Tu vas à Ngaï, c'est pour la tannerie. Tu vas à Ziguinchor, il y a au moins les productions de transformation des fruits laitiers avec des industries sur place. Donc je pense que de plus en plus, même les écoles de formation doivent déplacer selon les spécificités de zone et les opportunités économiques. C'est ce qui fait que demain, quand on prend le fils d'éleveur et qu'on lui inculque une formation d'élevage, il n'a pas besoin d'emploi. Lui-même, d'abord, il a des bœufs. Oui, absolument. Et c'est ce qui doit se faire. C'est-à-dire c'est des gens qui doivent contribuer sur le développement local. Quand on prend un sudiste, on fait de lui un agronome, il n'a pas besoin de chercher de l'emploi. Il peut même fertiliser ses propres terres et mener une propre activité. Et je pense que dans une économie, la meilleure façon de parler de développement, c'est de participer à l'autonomisation individuelle des personnes. Absolument. Il faut créer des mécanismes qui font que chaque personne soit autonome. C'est-à-dire, ce qu'il mange, c'est lui. Là où il couche, c'est lui. Ses habits, c'est lui. Mais tant qu'on est dépendant, c'est comme quelqu'un qui passe tout son temps à louer ou à prendre des taxis, il n'aura jamais de véhicule. C'est-à-dire, dans son actif, il n'y a jamais de véhicule. Et quelle que soit la maison qu'il va loger dans son actif, il n'y a jamais de maison. Tu verras que donc, sur le plan économique, il est vide. Quelle que soit la taille du développement de la personne, il doit être autonome à son niveau d'exécution. Tant qu'on essaie de faire des politiques macro, micro ou méso, alors qu'on ne travaille pas sur les spécificités de l'autonomisation des personnes, vous allez voir que c'est des choses, c'est des paroles qui vont s'envoler, mais l'impact ne descendra pas individuellement sur la vie quotidienne des Sénégalais. Et pourtant, beaucoup d'argent a été mis dans l'économie, mais les Sénégalais qui ne sentent pas cette économie réellement dans leur vie de tous les jours. Parce que les politiques ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire, quand on met de l'argent, cet argent-là doit servir à quelque chose. Aujourd'hui, même quand on dit on va travailler, tout le monde sait que Thiès est une ville du rail. Où les cheminots ont vécu là-bas, où les gens, même les enfants qui sont nés, même les cadres, tous sont des fils de cheminots, où ils ont eu à être encadrés. Donc cette politique aujourd'hui de vouloir le Tambacounda, des choses comme ça, ça devait commencer d'abord par une appropriation des populations. Et que ce projet puisse être... Parce qu'un projet, on ne le met pas en place comme ça.
un projet, on doit le mettre dans un cadre de développement stratégique. Et pour développer stratégiquement, il faut dire quel axe. Mais les colons, lorsqu'ils amenaient le train, mais vous avez vu que les Maliens ont occupé tous les axes où le train passe. Partout où le train a passé, vous allez trouver un quartier Mbambara. Mais c'était stratégique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à faire des investissements qui ne sont pas endossés à des politiques stratégiques de développement territorial. Donc tout investissement, qu'il soit le train, qu'il soit le BRT, ça doit être réfléchi pour accompagner un développement territorial. Mais si on le fait pour dire que c'est une politique nationale, vraiment, je pense que ça ne peut pas avoir l'impact sur les populations réelles. Voilà, Moustapha Niang, merci d'avoir intervenu sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes le PCA, le président du conseil d'administration du PAMECAS, et vous avez été aussi vice-président de la coopération, c'est ça? Oui, Confédération internationale des institutions financières. Nous parlons avec vous justement de cette élection présidentielle qui arrive et comment les candidats doivent appréhender les questions économiques, surtout à la base, pour voir comment développer le pays. Parce que vous l'avez dit, le développement passe d'abord sur la territorialisation des politiques économiques et surtout l'autonomisation individuelle de chaque Sénégalais. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.